Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice sur les fonctions cosinus-sinus. C'est un exercice assez classique, étude d'une fonction. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte ou maths spécialité. L'énoncé. La fonction petit f est définie sur l'intervalle 0π, fermé en 0, fermé en π, par f de x égale 4 cosinus carré x moins 4 cosinus x plus 1. Alors, première question, justifier que pour tout réel x de l'intervalle 0π, f' de x égale 4 sinus x, facteur de 1 moins 2 cosinus x. Question 2, en déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle 0π. Question 3, déterminer le signe de la fonction f sur 0π. Question 4, démontrer que l'équation f de x égale 6 possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0π. Déterminer un encadrement du réel alpha d'amplitude 10 puissance moins 1 à l'aide d'une calculatrice. Question 5, on considère le script Python donné ci-dessous. Alors cette instruction... ça apparaîtra peut-être pas forcément le jour du bac, c'est pour pouvoir utiliser la fonction cosinus. Alors on définit d'abord la fonction f de la façon suivante, y prend la valeur 4 cosinus x, le tout au carré moins 4 cosinus x plus 1, renvoyer la valeur de y, et puis une fonction truc, x prend la valeur 2, tant que f de x est strictement inférieur à 6, x prend la valeur x plus 0,001, on sort de la boucle, g prend la valeur x moins 0,001, d prend la valeur x, renvoyer g et d. Petit a, donné sans justifier le but de ce script Python. Petit b, quelles sont les valeurs de g et d renvoyées par la fonction truc. Justifie pas. Question 6. Discuter graphiquement le nombre de solutions de l'équation f de x égale petit m dans l'intervalle 0π selon les valeurs du réel m de l'intervalle 0,9. Question 1. Justifier que pour tout réel x de l'intervalle 0π, f' de x égale 4 sinus x, facteur de 1 moins 2 cosinus x. Alors, ce que je conseillais notamment à mes élèves, c'est par exemple de regarder un petit peu ce qu'on nous donne. Alors en général, ils se fixaient sur le résultat ici. Bon, faut pas oublier quand même qu'on travaille dans l'intervalle 0π pour la variable x. Alors, c'est une forme donc factorisée qu'on obtient ici. Alors avec mes élèves, on avait tendance à écrire en abrégé FF. Pour forme développée, on écrivait FD, forme quotient si vous voulez FQ. Bon. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Calculer f' de x. Et nous, on connaît f de x. Donc déjà, prendre la précaution de dire qu'on travaille pour tout x appartenant à 0π. Le a à l'envers, c'est pour tout. C'est pour écrire un peu plus vite. F de x égale 4 cosinus carré x moins 4 cosinus x plus 1. Donc, on peut remarquer qu'ici, c'est une forme développée. Donc, il va falloir qu'on dérive terme à terme. Il va falloir dériver le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme. Alors, le plus simple, c'est quand même le troisième terme. La dérivée de 1, c'est 0. On va prendre cosinus x, on a besoin de cosinus x, donc dans la colonne de droite, je vais mettre un petit peu au brouillon ce que je connais, la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Bon, multiplié par 4 ou moins 4 ici, ça ne devrait pas être trop difficile, moins un sinus. Et puis on a cosinus carré x. Alors qu'est-ce que ça veut dire que cosinus carré x? Alors il faut faire un petit peu attention parce que c'est cosinus carré x, c'est en fait cosinus x. Et là je ne vais pas mettre de parenthèse ici, au carré. Donc il va falloir qu'on dérive un carré.
Voilà, on va avoir besoin de dériver un carré. Alors on connaît la dérivée de cosinus, on l'avait au-dessus. Alors comment on dérive un carré? Bon, il faut peut-être se rappeler le cours de première notamment, rappeler en terminale. La dérivée de carré, c'est 2u fois u' ou 2 fois u' fois u, comme vous voulez. Donc on va avoir besoin de cette formule, évidemment, avec u de x ici, qui va être cosinus x. Donc ça va nous donner quoi, en fait, cette dérivée de cosinus x, le tout au carré? Ben, d'après la formule, 2, on garde u, on a u, hein, peut-être colorier un peu, donc cosinus x, et puis, par abus de langage, je ne mets pas les parenthèses à x, mais normalement, il vaut mieux peut-être les mettre. Et puis, on a besoin aussi de u', alors j'aurais peut-être pu le colorier un peu. Aïe. U'. Et u', c'est moins sinus x. Moins sinus x. Et donc, on va obtenir, pour la dérivée du carré de cosinus, là, moins 2. Alors, cosinus x, sinus x, ou sinus x, cos x, comme vous voulez. Bon, ben maintenant, on doit pouvoir dériver f. Allons-y. 4 fois cosinus carré x, comment on dérive? Ben, on va avoir le 4 multiplié par la dérivée qu'on avait obtenue, donc 4 fois moins 2, moins 8. Moins 8 cosinus x, sinus x. Et moins 4 cos x, bah, ça va nous donner plus 4 sinus x. Donc f' de x. Et on n'oublie pas que le résultat à obtenir, c'est une forme qui est factorisée, alors que nous, ici, pour l'instant, ce qu'on a, c'est une forme développée. Bon, on va essayer de factoriser. Alors, est-ce qu'on voit un facteur commun aux deux termes? Bon, on voit déjà sinus x, et puis 4 et 8 sont dans la table de 4, donc on va pouvoir mettre 4 sinus x en facteur. C'est d'ailleurs demandé dans le résultat. Donc, alors, par quoi il faut multiplier 4 pour obtenir moins 8? Ben, moins 2, il reste le cosinus de x, plus 1. Bon, c'est pas tout à fait le résultat qui était demandé, hein, mais bon, on va l'écrire. F' de x, c'est 4 sinus x, facteur de, ben dans la parenthèse, on préfère mettre 1 d'abord, moins 2 cos x. Donc on a obtenu, on valide, on a obtenu la dérivée de f. Alors, question 2, on déduit les variations de la fonction de petit f sur l'intervalle 0π. Alors, on devrait savoir qu'il faut connaître le signe de f' de x. F' de x, on la connaît, on vient de la calculer, donc on a 4 sinus x, facteur de 1 moins 2 cosinus x. Et là, c'est une forme factorisée. Donc, comme on a une forme factorisée, on va regarder un petit peu tous les facteurs. Évidemment, le 4, là, va plutôt être sympa puisqu'il est toujours strictement positif. Donc, on va avoir besoin, en fait, d'étudier le signe de sinus x et on va avoir besoin d'étudier le signe de 1 moins 2 cosinus x pour avoir le signe du produit. Bon, on peut déjà remarquer qu'on n'a pas besoin de 4, donc f' de x a même signe que sinus x facteur de 1 moins 2 cosinus x. Alors, le sinus. Alors, soit on travaille avec un cercle trigo, soit on travaille avec la représentation graphique, par exemple, de la fonction sinus sur l'intervalle 0π. Donc, on doit pouvoir dire assez rapidement que si x vaut 0 ou x égale π, sinus x vaut 0.
c'est toujours important de savoir si une fonction s'annule ou pas ici. Et puis si x est entre 0 et pi, alors sinus x est strictement positif. Donc je vais vous le faire avec la courbe de sinus finalement. Hein. Alors voilà, on travaille un axe vertical, un axe horizontal. Alors on sait que sinus 0, bah, ça vaut 0. Sinus pi vaut 0. On sait que le maximum est atteint en pi sur 2, donc au milieu. Sinus pi sur 2 vaut 1. Quand j'étais élève, on mettait même ce qu'on appelait la tangente horizontale au maximum, et puis on connaît la représentation graphique qui ressemble un petit peu à ça. Voilà, là on a y égale sinus x comme équation. Bon, ben, je pense que ça justifie bien le signe de sinus, ou par lecture sur le cercle Trigo. Alors, le deuxième facteur, 1 moins 2 cosinus x. Donc, on va essayer de résoudre notamment une inéquation pour connaître le signe de 1 moins 2 cosinus x. On va essayer de voir quand est-ce que cette expression est positive strictement, s'il y a des valeurs de x qui vérifient ça. Bon, ce serait 1 plus 2 cos x, on pourrait s'en sortir peut-être autrement entre 0 et pi, encore, bon. Bref. Donc ça nous donne, par équivalence, 2 cosinus x qui doit être plus petit que 1. Le deuxième nombre doit être plus petit que le premier. Et donc cosinus x plus petit que 1,5. Bon, pour aller chercher la représentation de cosinus, en général, on utilise plutôt un cercle Trigo quand même. Hein. Alors, avec un cercle Trigo, le cercle fait un peu à l'arrache. Hein. Voilà. Alors, on travaille, nous, dans 0pi, mais on peut très bien tracer tout le cercle. Hein. Alors, cosinus. Alors, le cosinus, il se lie sur l'axe des abscisses, le sinus sur l'axe des ordonnées. Donc, on va se placer 1,5 sur l'axe des abscisses. Et puis là, on va tracer une verticale. Allez, on va faire un truc peut-être un petit peu plus propre. Hein. Une verticale, elle coupe donc cette verticale, le cercle, en 2 points. Par exemple, ce point, je peux l'appeler A. Et alors là, il est associé à quel angle? À quel angle est associé ce point? Le cosinus de l'angle doit faire 1,5. Et là, on sait qu'on a affaire normalement à pi sur 3. Parce qu'on connaît ces valeurs remarquables, cosinus pi sur 3 vaut 1,5. Alors évidemment, si on travaillait dans l'intervalle moins pi 0, par exemple, on aurait un autre point ici qui est le point, évidemment, associé au réel moins pi sur 3. Bon, ici, on n'aurait pas vraiment besoin, hein, puisque on travaille que dans 0pi. Donc finalement, on n'a pas besoin du demi-cercle situé en dessous. Et nous, on veut que le cosinus soit plus petit que 1,5. Donc finalement, plus petit que 1,5. On va avoir besoin de lire sur l'axe des abscisses, voilà, ce qui nous donne un certain segment que j'ai colorié en bleu, et donc ici, entre 0 et pi, on peut tracer cet arc en bleu, entre A et puis le point ici, associé au réel pi. Bon, on peut aussi colorier l'autre côté, je pense que là, ça suffit. Donc ça veut dire que eh bien, on doit avoir x entre A. On doit avoir x entre quoi et quoi? Bah, x va être
inférieur ou égal à pi. Donc là, l'égalité est possible. Cosinus pi, c'est moins 1, c'est bien plus petit que 1,5. Par contre, ici, strict pi sur 3, puisque cosinus pi sur 3 moins 1,5, et là, on travaille avec des valeurs strictes. Bon, ben, on connaît le signe de 1 moins 2 cosinus x sur l'intervalle pi sur 3pi, et puis on a évidemment 1 moins 2 cosinus x qui vaut 0 en pi sur 3, et puis quand x est compris entre 0 et pi sur 3, alors on peut dire que, par exemple, 1 moins 2 cos x est négatif. Bon, le mieux maintenant pour avoir le signe du produit de sinus x et de 1 moins 2 cosinus x, à mon avis, c'est de dresser un tableau de signes. Donc j'ai fait apparaître pour l'instant les valeurs de x, ben, on sait qu'on travaille entre 0 et pi. Sinus x, on sait qu'il s'annule en 0, on sait qu'il s'annule en 0, et sur l'intervalle 0 plus pi, c'est que des plus. Alors 1 moins 2 cosinus x, quand même, on a vu qu'il faut faire apparaître la valeur pi sur 3, ce qui veut dire que on a intérêt à tracer une verticale en dessous de pi sur 3, et puis pour le signe de sinus x, bah, le placer dans 2 cases. Donc 1 moins 2 cosinus x s'annule en pi sur 3. Alors qu'est-ce qu'on a vu aussi, c'est que 1 moins 2 cosinus x est positif entre pi sur 3 et pi, et 1 moins 2 cosinus x du coup est négatif entre 0 et pi sur 3. Bon, on va appliquer la règle du produit des signes. Hein. Et donc, bah là, on a un 0, donc on aura aussi un 0 ici. Alors, j'aurais pu le colorier en vert. On a un 0 forcément ici. 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. Attention s'il y avait des quotients. Donc, un nombre strictement positif multiplié par un nombre strictement négatif, on va obtenir un nombre strictement négatif. Et le produit de deux nombres réels strictement positifs est un réel strictement positif. Ce qui fait que ce produit nous donne en fait le signe de f' de x. Voilà, on a maintenant le signe de f' de x. Bon, ben on n'a plus qu'à quasiment dresser le tableau de variation de f. Alors qu'est-ce qui va nous manquer? Les valeurs f de 0, f de pi sur 3, f de pi, que je vais commencer par calculer. Alors je vous rappelle quand même f de x, hein. Ici on travaille avec f de 0, donc 4 fois le cosinus de 0 au carré. Alors cosinus 0, c'est 1. Donc c'est en fait 4 fois 1 au carré ici, moins 4 fois 1, plus 1. Bon, bah pour f de 0, on va obtenir 1. 4 moins 4 plus 1. Alors f de pi, c'est peut-être plus facile que f de pi sur 3. Donc f de pi, bon, on a besoin de connaître cosinus pi qui vaut moins 1. Donc 4 fois bah, moins 1 au carré. Alors attention, hein, moins 1 ici, il va être entre parenthèses. Moins 4 fois moins 1, plus 1. On calcule f de pi, on va obtenir... alors 4 plus 4, 8 plus 1, bah 9. Bon, il nous manque f de pi sur 3. Alors pour f de pi sur 3, c'est 4 fois cosinus pi sur 3 le tout au carré. Alors je vais peut-être l'écrire là. Attention, cosinus pi sur 3, et là je vais décrocher pour bien voir qu'on prend le carré. Moins 4 fois bah, cosinus pi sur 3, plus 1. f de pi sur 3, alors on sait que le cosinus de pi sur 3, bah, c'est 1 demi, hein. Donc c'est 4 fois 1 demi le tout au carré, moins 4 fois 1 demi, plus 1. f de pi sur 3 égale,
1 demi au carré, bah, c'est 1 quart, ça fait 1 ici, moins 2, 4 fois 1 demi, plus 1, et on obtient 0. Bon, bah, maintenant, on a les 3 valeurs remarquables prises par la fonction f, hein, en 0, pi sur 3 et pi. On va pouvoir dresser le tableau de variation. Tableau de variation de f, je vais prendre un petit peu de couleur quand même. Donc on sait que f s'annule en 0, s'annule en pi, s'annule aussi en pi sur 3. Alors on a vu que f' était strictement positif sur pi sur 3pi, ouvert en pi sur 3 et en pi, strictement négatif sur 0 pi sur 3, ouvert en 0, ouvert en pi sur 3. Donc on va obtenir les variations. Une petite flèche qui descend ici, c'est pas joli. Hop. Et puis une flèche qui va donc remonter. Voilà. Évidemment. Donc on indique les valeurs de f de 0 d'ailleurs. Donc f de 0 on avait obtenu 1, f de pi sur 3 on a obtenu 0, et puis f de pi on a obtenu 9. Bon, ça paraît cohérent. Question 3, déterminer le signe de la fonction petit f sur 0pi. Alors j'ai envie de vous dire, il faut utiliser le tableau de variation et puis tout simplement dresser un tableau de signes ici. Vous pouvez écrire dans une copie d'après le tableau de variation de f. Hein. Donc voilà. Placer les valeurs de x, et puis ici, f de x est son signe qui nous intéresse. 0, pi sur 3, puisqu'en pi sur 3, f s'annule. On place la valeur pi, et par lecture du tableau de variation, on obtient en fait que f est strictement positif sur 0 pi sur 3 ouvert en pi sur 3, strictement positif sur pi sur 3 pi ouvert en pi sur 3, fermé en pi, et f de pi sur 3 vaut 0. Alors on va quand même tracer la courbe de f, hein. On a à notre disposition en général une calculatrice, au moins le jour du bac. Et donc dans f de x, tout en haut à gauche sur cette TI, dans y1, on va essayer d'écrire la fonction. Alors il faut faire un tout petit peu attention parce qu'on a 4 cosinus x le tout au carré. Donc on va ouvrir une parenthèse. Hein. Bon, j'ai oublié de faire quelque chose d'important aussi, c'est de vérifier qu'on est en mode radian. Là, je vais le faire ensuite. Donc les fonctions ici trigonométriques, donc numéro 2, entrée. Bon, une parenthèse s'ouvre, ça nous aide. On a donc la variable x et il faut fermer la parenthèse là. Alors, je l'ai écrit comme ça. Bon, on va refermer une parenthèse et mettre un exposant 2. Il y a peut-être des parenthèses inutiles, mais enfin là, du coup, on est sûr de ce qu'on fait. Moins 4 multiplié par cosinus donc de x plus 1 dans mes souvenirs. Entrée. Bon. On peut peut-être quand même créer un tableau de valeurs parce qu'on va avoir besoin de régler la fenêtre. Hein. Faisons graphe, tiens, pour voir. Bon, bah là, oula. Bon, ok. Ouf. Bon, alors, avant de régler la fenêtre, bon, là, avec le tableau de variation, on sait comment la régler, en fait, la fenêtre. Donc, bon, fenêtre. Donc, on travaille entre 0 et pi. Alors, pi doit être quelque part. Voilà. Alors, la graduation, moi, je conseille à mes élèves de placer, par exemple, pi divisé par 12. Ça fait travailler 15 degrés en 15 degrés, par exemple. Bon. Y min, bah, 0, on sait qu'on va avoir du 0 jusqu'à 9.
Donc peut-être là mettre -1 pour avoir un petit peu de place en dessous. Et là, au lieu de 9, mettre 10. Graduation, bon, vraiment un graphe. Donc voilà, la courbe descend sur l'intervalle 0 pi sur 3, puis remonte sur l'intervalle pi sur 3 pi. Alors comme à la question d'après, on va vous demander de résoudre l'équation f de x égale 6, bah pourquoi pas voir un peu ce qui se passe. Voilà, y2, on va lui mettre la valeur 6, on va faire graphe. Bon, bah la droite d'équation y égale 6 semble couper la courbe en un seul point, donc il n'y aura certainement qu'une seule solution, on va justifier. Avec cette calculette, on peut trouver une valeur approchée de l'abscisse de ce point d'intersection. Vous allez au-dessus de trace tout en haut dans un menu qui s'appelle calcul, et puis on peut faire l'intersection numéro 5. Alors, faut se placer un petit peu à gauche du point d'intersection. Alors, on va quand même se rapprocher un peu, parce que l'algorithme de la calculette n'est pas très précis, donc première fonction, deuxième fonction, on va dire oui, allez. Donc l'intersection lui donne une valeur de x proche de 2,3814604. Bon, on va retenir 2,38 environ. Question 4. Démontrer que l'équation f de x égale 6 possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0 pi déterminée à l'encadrement du réel alpha d'amplitude 10 puissance moins 1 à l'aide d'une calculatrice. Alors ce qu'on peut faire, le genre du bac, apparemment ça tient de lieu de démonstration. Bon, nous on va faire mieux quand même après. Bon, déjà on peut lire sur les variations de f, en fait, on aimerait bien obtenir la valeur 6. Alors entre 1 et 0, c'est pas possible. Par contre, entre 0 et 9, évidemment, on va passer une seule fois par la valeur 6 pour une certaine valeur de x que on va appeler donc notée alpha. Et apparemment, si le genre du bac vous dit d'après le tableau de variation, l'équation f de x égale 6 possède une solution unique dans l'intervalle 0 pi, ça suffit. Bon, nous, on va quand même revoir comment on peut rédiger avec le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on voit bien qu'il y a deux cas envisagés. Alors, cas numéro 1, étude de l'équation sur l'intervalle 0 pi sur 3. Alors, comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour montrer qu'il n'y a pas de solution? C'est pas trop dur, quel que soit x appartenant à 0 pi sur 3. Alors, on peut ouvrir ou fermer en pi sur 3. Je vais fermer. Qu'est-ce qu'on peut dire? 0 est inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à 1. Et comme f de x appartient à l'intervalle 0,1, f de x ne peut pas prendre la valeur 6, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de solution. Bon, je ne vais pas très bien rédiger, c'est fait dans le polycopier. Pas de solution. Bon, deuxième cas, on va aller travailler dans l'intervalle pi sur 3 pi. C'est le cas numéro 2. Alors, de quoi on a besoin pour rédiger? Alors, de 4 choses essentiellement. La première, c'est que la fonction f, on a besoin qu'elle soit continue sur pi sur 3 pi. Alors, comme elle y est dérivable, c'est une condition qui sera remplie. Ensuite, f est strictement monotone sur pi sur 3 pi. En l'occurrence, ici, elle est strictement croissante. Ensuite, on va chercher l'image de l'intervalle pi sur 3 pi, et donc on obtiendra 0,9. Et quatrième point, il suffit de dire que le nombre 6 appartient à l'intervalle 0,9. Et donc l'équation f de x égale 6 aura une solution unique alpha dans l'intervalle pi sur 3 pi. On va rédiger. Donc, premier point, f est dérivable
sur pi sur 3pi ici, l'intervalle qui nous intéresse. Donc, f est continu sur cet intervalle. Bon, deuxième point, f est strictement croissante. Il ne faut pas oublier le mot strictement sur cet intervalle. Troisièmement, l'image par f de l'intervalle de départ, pi sur 3pi, est, eh bien on sait que c'est l'intervalle 0, 9. Quatrième point, le réel 6, il appartient à cet intervalle 0,9. Bon, un peu de rédaction, on en déduit que l'équation f de x égale 6 possède une solution unique dans l'intervalle 0, pi sur 3pi, pardon. Elle est notée alpha, et puis on invoque en général le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Je n'ai pas trop de place pour l'écrire, donc je vais le faire qu'à l'oral. Bon, on a besoin maintenant de déterminer un encadrement du réel alpha d'amplitude 10 moins 1, ça veut dire avec un chiffre après la virgule, hein, donc voilà, à l'aide d'une calculatrice, bon, on va aller chercher la calculatrice TI. Donc en général, comment est-ce qu'on procède? Ben, on sait que le nombre alpha il est entre pi sur 3 et pi, alors pi sur 3 c'est à peu près 1, c'est pas très loin, donc dans définir la table, on peut démarrer à 1. Si on va par un pas de 1, ben, on va pouvoir encadrer alpha entre deux entiers consécutifs. Allons-y. On va regarder la table là-haut. Donc, en 2, on obtient l'image f de 2 qui est plus petite que 6. Par contre, f de 3 est plus grand que 6. Donc, tout ça va se passer pour alpha entre 2 et 3. Donc, on reprend la définition de la table. Ici, on démarre à 2 et on prend un pas de 0,1. Ça va nous suffire ici. C'est qu'une table. Donc, on regarde à partir de quel moment on va dépasser 6 et on s'aperçoit que c'est en 2,4 alors qu'en 2,3, l'image était plus petite que 6. Bon, on a tout pour rédiger maintenant. Donc, on donne les valeurs des images de 2,3, 2,4. On va quand même l'écrire sérieusement. F de 2,3 est plus petit que 6. Il est plus petit que F de 2,4. Donc, on va quand même écrire que des images, F de 6 et F de alpha. Et puis des images, on passe aux antécédents, sachant que la fonction f est strictement croissante sur pi sur 3pi, on ne changera pas l'ordre. Et de toute façon, on doit pouvoir quand même se rendre compte si on commet une erreur. 2,3 doit être bien plus petit que 2,4. Donc un encadrement du réel alpha, parfois on dit que c'est l'intervalle 2,3, 2,4. On peut dire qu'alpha appartient à cette intervalle. Alors, comme j'avais mis des stricts, peut-être mettre des stricts quand même. Ça serait pas fou, hein. Voilà. C'est fait. Alors, vous trouverez dans le polycopier une figure que j'ai réalisée avec GeoGebra, avec la courbe de f, la droite d'équation y égale 6, qui est quasiment tracée. Elle coupe la courbe en un point A d'abscisse alpha.
Question 5a, donner sans justifier le but de ce script Python. Là, je vais pas tout réécrire, hein. Donc, on s'arrange pour savoir calculer f de x. Et puis ensuite, alors ici, on vous dit que on démarre avec une valeur de x à 2. Sur le dessin, 2, il suffirait de... Bon, c'est à peu près dans cette zone-là, hein. Donc, tant que f de x est plus petit que 6, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que x avance de 0,001. Et donc, quand est-ce que la boucle tant que va s'arrêter? C'est quand f de x va être supérieur ou égal à 6 ici. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour cette valeur de x? Elle va être un petit peu à droite de alpha, et donc c'est ce nombre d. Et puis évidemment, il faut revenir un petit peu en arrière pour obtenir la valeur g, et puis revenir en arrière, ça veut dire qu'on g c'est x moins 0,001, c'était le pas qu'on prenait dans la boucle tant que. Et donc g et d, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Le but de ce script Python est de renvoyer la valeur approchée g du réel alpha. Alors ici, ce sera par défaut pour g à 10-3 près, puisque 10 puissance moins 3, c'est 0,001. Et puis la valeur approchée d du réel alpha par excès à 10-3 près. On va faire fonctionner le script Python parce que à la question 5b, quelles sont les valeurs de g et d renvoyées par la fonction truc? La fonction truc va renvoyer g égale 2,381 et d égale 2,832. On s'en doutait grâce à la calculatrice qu'on avait fait tout à l'heure. On avait une bonne approximation du nombre alpha. On avait fait l'intersection de la droite avec la courbe et on avait obtenu au niveau de l'intersection tout en bas, x environ égal à 2,3814604. Donc on a bien alpha entre 2,38 et 2,39. Alors entre 2,381 et 2,382. Donc à l'écran, vous voyez le script Python donné dans l'énoncé, et puis en disant tout en bas afficher print truc, en fait il suffit d'exécuter. Exécution, et dans la console Python, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on trouve? On devrait trouver 2,381 et 2,382, ça me semble pas être les noms qui sont affichés, il y a un problème d'arrondi avec Python. Et oui, il faut le savoir. Alors évidemment, le premier nombre, lui, est vraiment très près de 2,381 et l'autre très près de 2,382. Alors, parfois, ce qu'on fait dans le script, c'est que pour G et D, on prend l'arrondi. On prend un arrondi. Alors, je vais prendre l'arrondi, par exemple, avec 6 chiffres après la virgule. Ça se fait avec l'instruction round. Et puis pour D, tiens, si on fait G plus 0,01, est-ce que ça va s'arranger? On va voir. On va prendre le deuxième, donc on est aussi obligé de prendre l'arrondi de x. Bon. Avec, par exemple, on pourrait mettre 4 chiffres, mais au moins 4, quoi. 4, 5, 6. Bon, 6, c'est pas mal. On fait exécuter. Voilà, et on obtient bien l'encadrement voulu. Ouais. Bon, ça c'est le problème du langage Python. Sinon, vous faites truc ici, dans la console, pour obtenir le résultat. Allez, petite cerise sur le gâteau, je vais pas détailler le script Python, la vidéo est longue, mais c'est en fait pour créer un nuage de points, et puis essayer de voir à partir de quel point f de x dépasse 6. Alors, vous allez voir arriver des points, voilà, avec un tracé un peu dynamique, point par point. Alors, on sait que nous, on devrait arriver autour de 2,4, puisque alpha est compris entre 2,381 et 2,382.
Donc j'ai coloré en rouge les points qui sont situés en dessous de la droite d'équation y égale 6. Vous voyez l'axe ordonné il bouge, hein, et tant qu'on n'a pas atteint 6, bah voilà, le script travaille, la fonction truc. Ah, 6 apparaît, point bleu, et là je vous ai colorié en vert quasiment la droite d'équation y égale 6. Alors croyez pas que les points soient alignés, hein, c'est parce qu'on travaille entre 2 et 2,4. Alors évidemment, la courbe, bon, elle varie pas beaucoup là au niveau de ces variations, c'est assez curieux. Bon, et puis évidemment, ce point bleu qui apparaît, bah, son abscisse est comprise entre 2,3 et 2,4, effectivement. Je vais fermer et puis on retrouve évidemment le problème de l'encadrement. Donc il faudrait arrondir x et g par unité. La question 6, discuter graphiquement le nombre de solutions de l'équation f de x égale m, en fait ici, hein, je suis trompé de variable, dans l'intervalle 0,π selon les valeurs du réel m de 0,9. Alors évidemment, il nous faudrait, pour discuter graphiquement d'une courbe, alors le jour du bac, on vous la donnerait certainement. Ici, je voulais pas trop vous la donner au départ pour pas qu'on ait tout de suite les variations de la fonction f. Bon, bah pour m égale 6, on sait qu'il y a une seule solution. Alors, qu'est-ce qui se passe et comment on fait pour résoudre ce genre de choses? Eh bien, il faut imaginer qu'il y a un nombre m qui va se balader entre 0 et 9 hein, sur l'axe des ordonnées. Et puis, pensez à tracer les droites d'équation y égale m. Alors, je pense qu'on sent bien que c'est un peu dans cette zone-là qu'il va y avoir un souci. Alors, je vais vous le faire voir avec GeoGebra, c'est beaucoup plus joli. Alors, ce genre de questions arrive rarement maintenant dans les sujets de bac. Moi, quand j'étais élève, il fallait absolument savoir résoudre ce genre de problème, savoir lire graphiquement. Bon, à l'écran, vous avez m égale 4, hein, et là, un seul point d'intersection que j'ai appelé K1, et dont le projeté orthogonal sur x abscisse s'appelle A1. Bon, alors on peut visualiser que pour m entre, j'ai envie de dire, entre 9 et quoi? Bah, et 1. Attention, 1 exclu. Il n'y avait qu'un seul point d'intersection. Et ici, pour m égale 1, bah, on en a 2. Et puis, si on fait varier un petit peu le curseur, maintenant, on va prendre des valeurs de m plus petites que 1. Bah, 2 points d'intersection, 2 points, et là on se faisait avoir souvent quand on était élève, c'est qu'on pensait pas au cas m égale 0, il n'y a plus que un seul point d'intersection, c'est le point d'abscisse pi sur 3. Donc pour m égale, premier cas, pour m égale 0, un seul point d'intersection. Pour m compris entre 0 strictement et 1 compris, 2 points d'intersection. Et puis pour m plus grand que 1, un seul point d'intersection. Voilà, alors ce qu'on peut faire nous quand on est élève, par exemple, c'est tracer quelques droites, hein, et puis bon, faire attention, quoi. Pour le plaisir des yeux, on va peut-être faire une petite animation, on va le faire qu'une seule fois en augmentant. Pas que ça aille trop vite quand même, peut-être. Donc, je vais réduire la vitesse du curseur. Je vais la mettre à 1,5 au lieu de 1. Allez, rouler jeunesse, comme on disait dans les fêtes foraines. Voilà. Ah, que c'est beau. Moi, quand j'étais lycéen, même pas de calculatrice, encore moins de logiciel. C'était il y a un siècle. Voilà. Donc dans le polycopier, vous verrez les 3 cas de figure qui sont envisagés avec un graphique pour le cas 2, un graphique pour le cas 3 pour voir ce qui se passe. Bon, j'ai pas fait de graphique pour le cas numéro 1. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Éventuellement, m'envoyer un message si vous désirez quelque chose.
Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Nous sommes le 5 février 2025. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.